Et maintenant, nous allons écouter Sébastien Crouzet. Sébastien Crouzet donc, est PU dans le service d'urologie et chirurgie de transplantation à Lyon. Et il va vous parler de l'expérience sur le traitement du cancer de prostate. Alors, je voudrais faire un petit intermède. C'est intéressant sur le plan du développement du concept et puis de la valorisation de ces appareils. Finalement, l'histoire a commencé bien avant les ultrasons focalisés par la mise au point d'un lithotripteur extracorporel qui utilisait la technique de focalisation d'une onde acoustique et un repérage par échographie. Et donc ça a donné naissance à une entreprise qui s'appelait Technomed à Lyon, qui est devenue EDAP Technomed quelques années après. Et fort de cette expérience, dans les années 92-93, en reprenant le concept du traitement à distance, les ingénieurs avec qui on travaillait, à l'INSERM, Chapelon, Catignolles, ont domestiqué ces ondes acoustiques pour les transformer en ondes produisant de la chaleur, alors que pour la lithotricie extracorporelle, on cherchait au contraire une onde qui évitait tous les phénomènes d'interface au niveau des tissus extra-rénaux. Et donc, on a gardé le même système de repérage échographique et un système similaire de génération d'énergie et de transmission extracorporelle. Et donc, de ce travail de recherche est né en continuité une deuxième technologie pour le traitement des cancers de prostate. Et Sébastien a développé particulièrement l'aspect de thérapie multifocale des cancers de prostate. Donc, on t'écoute, Sébastien. Merci, Monsieur le Président, cher maître, c'est un honneur de vous présenter ça. Chaque spécialité a ses contraintes et je rêve de traiter du foie quand on voit les volumes traités et la vitesse de traitement par rapport à la prostate où au contraire on traite les plus petits volumes. Et la mise au point du Focal One s'est faite sur foie de cochon en partie et donc on retrouve des images similaires, c'est très intéressant. Alors c'est un peu une présentation sur l'histoire des ultrasons puisque c'est une histoire qui s'écrit comme vient de le préciser le professeur Martin depuis assez longtemps. La première description des ultrasons thérapeutiques c'est en 1942 par Lynn, avec en 1992 la définition des paramètres qui permettaient d'induire une lésion irréversible dans les tissus par Chapelon, et en 1991 Gelée a induit des lésions de nécrose de coagulation chez les chiens par voie transrectale sans lésion rectale associée. Et la première étude clinique a débuté en 1999 dans le service à Lyon. Et toute cette histoire, effectivement, c'est une collaboration, un triptyque entre une unité INSERM, un service hospitalier universitaire et un partenaire industriel. Et effectivement, ça a permis de mettre au point plusieurs appareils, dont le lithotripteur, les traitements par ultrasons, et puis maintenant tout ce qui s'en découle. Et donc c'est vrai que c'est une histoire assez intéressante. Alors très rapidement, on voit un peu l'évolution pour mettre au point des techniques, puisqu'en 89 les premiers essais sont faits. On passe 4 ans après sur les premiers traitements chez l'homme et le marquage CE qui donc arrive 11 ans après les tout premiers tests pour la première machine qui était l'Ablatherm Maxis. Et deuxièmement, 5 ans après, le nouvel appareil qui s'appelle l'Ablatherm par imagerie intégrée. Le principe, on l'a déjà vu beaucoup donc chez Revit, c'est donc l'effet thermique qu'on cherche ici avec l'effet de cavitation et de nécrose de coagulation. La concentration, à l'instar d'une loupe avec les rayons du soleil, des ondes ultrasonores au niveau du point focal induit une pression acoustique, d'où l'effet de cavitation, et surtout une élévation de température. On vise plus de 90 degrés au niveau du point focal pour pouvoir avoir une destruction définitive des tissus. Voici sur du gel thermosensible ce que peut donner le point focal. Vous voyez apparaître cette tache focale avec une lésion qui monte en température et qui donne une lésion irréversible. Et l'appareil ensuite va faire comme une imprimante 3D. On lui définit une zone à traiter, il va se déplacer avec ce grain de riz, il va le déplacer partout pour pouvoir couvrir le volume demandé. Le tout premier traitement sur prostate de chien a été fait avec ce prototype qui a pu montrer cette destruction tissulaire complète avec une nécrose qui était donc irréversible au niveau de la prostate de chien à l'époque. Ensuite, s'en est suivi les différentes générations avec les prototypes de 93 à 99 avec les mises au point des paramètres de traitement. On voit le tout premier patient, j'ai retrouvé ça dans les archives du service, le tout premier patient traité. Et puis ensuite, les appareils commerciaux vendus avec l'Ablatherm Maxis de 2000 à 2005 et à partir de 2005, l'Ablatherm à imagerie intégrée. S'en est suivi actuellement le Focal One qui est sorti depuis
2013 maintenant. Donc un petit peu de résultats à long terme. Donc sur tous ces patients traités, on a en Europe, sur ces deux appareils précédents, Ablatherm Maxis et Ablatherm Imagerie Intégrée, on a plus de 50 000 patients qui ont été traités quand même de par l'Europe pour le cancer de prostate. Et on a quand même des suivis assez longs, puisqu'on a des publications sur plus de 2000 patients avec des reculs de plus de 10 ans, qui donnent des résultats assez comparables avec ce qu'on a avec la radiothérapie. En tout cas pour le risque intermédiaire et les faibles risques de cancer de prostate. On a 3 études publiées donc, depuis 2013, enfin, qui sont sorties en 2013, avec plus de 2000 patients, avec des résultats à long terme, où on voit que les résultats à 10 ans en termes de récidive de cancer, pour les risques faibles, 70% de patients ne récidivent pas, 65% pour les risques intermédiaires et 50% pour les hauts risques. Évidemment, basé sur ces résultats, les hauts risques ne sont plus des candidats actuellement au traitement par ultrason focalisé, puisque le traitement étant purement local, ne traitant que la prostate, on se rend compte que c'est insuffisant, puisqu'il faut traiter aussi les ganglions autour, que ce soit par radiothérapie ou par chirurgie. Donc pour l'instant, on ne traite que des risques intermédiaires ou des faibles risques. Quand on compare avec ce qu'on peut avoir en radiothérapie, vous voyez que les risques faibles risques c'est 77%, les risques intermédiaires 69% et les hauts risques 53%. Donc c'est vrai qu'on a des résultats assez équivalents. La survie spécifique, c'est quand même ça le but et la finalité des traitements de cancer à 10 ans pour le cancer de prostate était de 97% à Lyon et 99% à Munich, et 94% pour les métastases à Lyon et 95% sans récidive, enfin sans métastases pour les patients à Munich, donc c'est similaire. Vous avez vu pourquoi il y a une différence entre les deux centres, c'est qu'aussi on a essuyé les cas puisqu'on a mis au point tous les paramètres et les modalités de traitement et qu'ils ont bénéficié de notre expérience dans la suite. Basé sur ces résultats qui étaient tout à fait satisfaisants, puisqu'il faut se rappeler quand même que c'est une technique qui est faite par voie endorectale, il n'y a pas de cicatrice, c'est fait en une seule séance, par rapport à une chirurgie où les patients à l'époque restaient entre 7 et 10 jours à l'hôpital, ou une radiothérapie qui prend 1 an et demi en y allant tous les jours. Donc c'est vrai que c'était au niveau impact et au niveau, ça se fait sous rachéanesthésie dans le service pour la plupart des patients, ils sortent le lendemain. Donc c'est vrai que c'était en termes de traitement une révolution pour ce qui est de la prostate. Et vu ces bons résultats oncologiques, on a commencé à se demander, grâce à ces améliorations technologiques et de meilleurs diagnostics du cancer, si on ne pouvait pas faire un traitement, comme on l'a vu pour le foie, partiel de la prostate. Jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, tout traitement de cancer de prostate validé, standardisé dans les guidelines, c'est un traitement total. Chirurgie, radiothérapie, ultrason focalisé jusqu'à présent, cryothérapie, curithérapie, enfin bref, tout traitement de cancer de prostate aujourd'hui validé, c'est un traitement total, sans discernement. Des variations peuvent être faites sur la préservation nerveuse, mais globalement, c'est un traitement de toute la glande. Et on a évalué avec ces traitements, puisqu'ils sont non invasifs par voie endorectale, si on ne pouvait pas faire un traitement partiel de la prostate. Il y a une étude française qui a la plus grosse série publiée actuellement, qui consistait à traiter que la moitié de la prostate quand on avait identifié un cancer que d'un côté. Étude sur 110 patients, multicentrique en France, le principe était de traiter la moitié de la prostate. Voilà ce que ça peut donner à l'IRM dans les suites, avec une destruction de la moitié de la prostate. Celle-là était un peu plus d'ailleurs sur cette image. Et donc voilà, c'est une tumeur unilatérale, un cancer de risque faible ou intermédiaire, de petite taille, maximum 2 sextants, c'est-à-dire on divise la prostate en 3 sextants comme on peut le voir sur ce schéma. Il fallait que ça touche soit la base, soit la partie moyenne, soit la partie moyenne, soit l'apex, bref, mais pas plus de 2 sextants pour pouvoir traiter avec une marge de sécurité autour. Le contrôle était fait par IRM et biopsie de prostate, plus biopsie ciblée pour s'assurer que, évidemment, le cancer avait disparu, qu'il n'y en avait pas ailleurs qui était apparu. 111 patients traités, âge moyen tout à fait classique pour le cancer de prostate, autour de 64 ans, PSA moyen à 5, tout à fait classique dans les diagnostics habituels de cancer de prostate. Des cancers de petite taille, puisque c'était des T1C, ça veut dire tumeurs non palpables au toucher rectal, ou des T2A, tumeurs qui envahissent moins de la moitié d'un lobe, et avec des prostates de volume standard pour les gens de cet âge-là, de 38 cc. On avait 40% des patients qui avaient une résection de prostate dans le même temps, puisque vous le savez, les patients peuvent avoir également des pathologies fonctionnelles de la prostate indépendantes complètement du cancer, avec des gènes urinaires, et en profiter du geste pour leur régler ce problème en même temps, mais qui n'avaient pas d'influence sur le traitement du cancer. On a 91 à la sortie de l'étude, 91,2% de patients, avec un suivi moyen de 3 ans et demi, qui gardaient leur prostate, contre 100% qui l'auraient perdu si on avait pris les traitements habituels, et qui n'ont pas eu de traitement radical. Très peu d'effets secondaires, avec des récupérations fonctionnelles en termes d'incontinence qui étaient à plus de 96% des cas, c'est-à-dire que les patients n'étaient pas incontinents, moins de 4%, et
pratiquement 80% de patients qui gardaient des érections similaires à celles qu'ils avaient avant le traitement, avec un temps de récupération qui pouvait aller entre 3 et 6 mois. Quand on faisait des biopsies systématiques, puisque tous les patients ont eu des biopsies de contrôle, même si le KSA a été bien diminué, 86% des patients avaient des biopsies négatives dans le lobe traité. Et pour ceux qui avaient des biopsies positives, plus de la moitié, c'était des micro-foyers qu'on considère actuellement comme non significatifs et qu'on surveille simplement, qui ne rentrent plus dans des critères de traitement. Suite à cette étude qui était faite sur le Lablaterne, est arrivé le Focal One. Donc c'est un appareil qui bénéficie de toutes les avancées technologiques actuelles, avec effectivement une nouvelle modalité de traitement. Vous l'avez vu sur les premières images, ça fait une forme d'ellipse qui faisait à l'époque entre 17 et 24 mm de longueur, donc une ellipse assez grosse dans la prostate, pareil qu'on additionnait pour faire un volume. Et là, avec cette nouvelle sonde qui comporte toujours au centre une sonde d'échographie d'imagerie, puisque l'image est guidée le traitement est guidé par l'imagerie en temps réel. Tout autour, cette zone noire, en fait, comporte 16 anneaux de transducteurs circulaires qui nous permettent de pouvoir focaliser la hauteur du point focal. C'est comme une loupe sur laquelle vous pourriez faire varier le rayon de courbure et on peut traiter plus ou moins profondément dans la prostate sur la gamine sans bouger le transducteur. Et ça nous donne des possibilités de traitement beaucoup plus étendues. On peut traiter jusqu'à 4 cm de profondeur dans la prostate, alors qu'avant on était limité à peu près 2,5 cm maximum, ce qui fait que les grosses prostates ne posent plus de problème en termes de traitement. La dose thermique aussi est beaucoup plus homogène, puisqu'on ne joue plus du tout sur la diffusion thermique. Chaque tir diffus est beaucoup plus bref, puisque c'est des volumes beaucoup plus petits, et donc on travaille avec une précision et une délimitation des zones beaucoup plus homogènes que ce qu'on peut avoir sur une diffusion thermique classique. Donc vous pouvez voir sur ce schéma le principe du traitement. On va additionner chaque petit tir d'ultrasons pour faire un volume, et avec ce transducteur découplé en plusieurs anneaux concentriques, on peut faire varier électroniquement la position du point focal. Les bénéfices, c'est que du coup, on peut traiter à la fois plus profondément dans la prostate, plus précisément, et notamment quand on s'approche des bords de prostate où l'anatomie est plutôt ronde. Si on additionne des grandes lésions, on va déborder à l'extérieur de la prostate. Grâce à ça, on travaille plus sur du pixel et on va pouvoir dessiner une forme complètement géométrique en fonction de ce qu'on a besoin de traiter. Les traitements s'envoient aussi s'envoient accélérés, puisque les temps de traitement sont diminués de moins 20%. Voilà un peu une différence simplifiée. Voilà les tirs unitaires qu'on avait avant, et voilà on obtient ça. C'est comme les télés qui améliorent leur grain et la qualité des pixels avec les traitements. L'autre avantage aussi, c'est que par rapport à la paroi récale, on peut dessiner beaucoup plus précisément avec des lésions de beaucoup plus petite taille. Vous voyez ici une simulation de lésions qui montre que la baisse de chaleur est très très rapide. Vous voyez que la zone de nécrose et de zone dangereuse est vraiment très localisée, et ça s'arrête très vite. On tombe sur des températures très faibles immédiatement à côté, avec des délimitations assez précises. On travaille sur de l'ordre d'une millimètre. Ça nous donne aussi accès à la partie antérieure de la prostate, puisqu'on peut aller jusqu'à 4 cm, ce qui était impossible avant, et peut nous permettre de faire des traitements maintenant beaucoup plus ciblés. Le travail précédent que vous avez vu, c'était un travail sur la moitié de la prostate. Maintenant, on peut faire vraiment des traitements encore plus sélectifs dans la prostate. Voilà comment ça se passe globalement. Le premier temps, et c'est ça qui est très intéressant dans ces nouvelles approches, c'est qu'elles deviennent multispécialités, et c'est un travail collaboratif avec les radiologues notamment. Le point pivot de prise en charge du cancer de prostate actuellement, c'est l'IRM, puisque c'est la technique qui nous permet de voir le mieux le cancer et de cibler à la fois nos biopsies au moment du diagnostic, mais également, une fois qu'on a diagnostiqué le cancer, de cibler le traitement pour détruire les zones de cancer dans la prostate. Alors, les radiologues ont la chance d'avoir toutes les séquences d'IRM visibles, et du coup, ils nous délimitent précisément les zones visualisées dans la prostate. Nous, on récupère cette information et on l'intègre dans notre plan de traitement, et on fusionne ça avec notre image de prostate en temps réel. L'avantage c'est que la prostate, on en voit très bien les contours, et on peut fusionner ça avec l'IRM. L'appareil fait correspondre les deux volumes. Avec cette information d'IRM, on va pouvoir voir dans la prostate où se situe la tumeur, et donc pouvoir traiter avec cette notion-là, puisque l'échographie voit très mal le cancer.
Et c'est une image précise, on voit bien la prostate, mais on ne voit pas le cancer. Et du coup, ça nous permet d'apporter au moment du traitement toutes les données de diagnostic, que ce soit les images d'IRM ou même les trajectoires de biopsie. On peut apporter également les trajectoires de biopsie. On retrouve, comme vous le voyez sur l'image ici, une prostate en 3D, avec en rouge la zone où le cancer se situait visible à l'IRM. Et donc, on va pouvoir utiliser ça pour faire le traitement. Donc en gros, le principe est simple, vous avez l'image d'IRM, vous avez l'image d'échographie en temps réel, on fusionne les deux et on obtient un volume en 3 dimensions avec les zones de cancer qui se projettent dedans. Du coup, voilà ce que ça donne. Un exemple où on a deux tumeurs, une tumeur à la partie moyenne droite et une tumeur antérieure qui effectivement est difficile à visualiser en échographie puisqu'elle est aussi située dans la prostate. Maintenant, on a la visualisation en 3 dimensions de notre prostate avec les tumeurs dedans. Du coup, pour la planification du traitement, on va utiliser ça. Vous voyez la tumeur qui est projetée, là c'est en coupe évidemment, puisqu'on regarde en temps réel. Vous avez la tumeur qui est projetée sur la prostate et on va pouvoir délimiter la zone que l'on veut détruire avec la projection des titres que l'appareil va nous faire dans le volume que l'on a défini. Et on définit nous-mêmes les marges de sécurité qu'on veut mettre autour de la tumeur visible, qu'on ne verrait pas. Vous voyez que si on enlève ce contour rouge, on ne voit pas très bien, on voit qu'il y a de l'hypoécogénicité derrière, mais ce n'est pas précis du tout par rapport à ce que l'IRM peut nous apporter comme précision de traitement. Pendant le traitement, comment ça se passe? Comme une imprimante 3D, l'appareil va commencer à traiter. Il va donc se placer dans la zone que l'on a délimitée et il va commencer à traiter. Vous voyez, chaque point de traitement défile et ce qui est rouge, c'est ce qui a été traité, ce qui est vert, c'est ce qui va le devenir. Et on a un contrôle en direct de ce qui se passe. On peut ajuster en temps réel s'il y a un mouvement du patient, s'il y a de l'œdème dans la prostate, on ajustera en temps réel ce traitement. L'autre avantage, c'est qu'on peut ajouter des tirs en cours de route. Si on voit qu'on a été finalement, ou qu'on en a mis trop, on peut l'ajuster en cours de route. Une fois que ce traitement est fait, bon, tout ça c'est très joli, mais est-ce que ça a vraiment détruit le tissu? Parce que ça, on montre de belles images en 3D, mais est-ce que vraiment c'est efficace? On a la capacité avec ce Focal One de pouvoir faire de l'échographie de contraste. Qu'est-ce que c'est? Les radiologues connaissent ça très bien pour l'exploration du foie notamment. Ils peuvent voir la vascularisation, mais à l'échelle du capillaire dans les organes. Ils l'utilisent aussi pour le rein, pour caractériser certaines tumeurs du rein. Le principe, c'est au moment même où le traitement se termine, on injecte en intraveineuse ces microbules, c'est de l'hexafluorure de sodium, qui va pouvoir permettre de voir la vascularisation au niveau capillaire. Et vous voyez que dans cet exemple, on a traité la partie droite de la prostate. Alors ça, c'est l'échographie en mode B standard. Et en mode contraste, vous voyez qu'il y a une zone dévascularisée complète. Tout ce qui est blanc, c'est du rehaussement fait par les microbules. Et ce qui est noir, c'est qu'il y a une nécrosée. Et on voit très bien la zone détruite. Et si ça couvre notre cible, eh bien on s'arrête. Si par contre, on a l'impression que notre destruction n'est pas suffisante, on peut rajouter immédiatement, compléter notre traitement pour avoir la certitude d'avoir traité, en tout cas au mieux de ce qui était possible. Ça, c'était aussi je vous parle de fusion d'images, vous me dites très bien, mais est-ce que c'est précis votre fusion? On a des outils pour vérifier on a des repères anatomiques déjà visuellement, mais on a aussi des outils, notamment des calculs de distance. Donc voilà, déformation appliquée sur l'IRM. Vous voyez, tout ce qui est vert là, ça a été un peu plus déformé, c'est vers l'apex, que ce qui est bleu, et on peut comparer si vraiment la fusion est de bonne qualité. De la même façon, vous entendez parler de biopsie de fusion, biopsie 3D, on a une cartographie, une sorte de GPS de prostate avec chaque biopsie qui a été faite en 3 dimensions, et ça on peut l'intégrer aussi, ça a été une deuxième phase dans le développement du Focal One. Au départ c'était l'IRM, mais maintenant on peut avoir les deux. Avec, vous voyez dans ce modèle en 3D, chaque petit trait c'est une biopsie. En rouge les biopsies positives, en jaune la cible qui avait été identifiée à l'IRM, et vous voyez que les biopsies positives ne sont que celles qui sont dans la cible, ce qui permet aussi de pouvoir définir un traitement à la fois sur l'IRM mais également sur les biopsies. L'intérêt, c'est par exemple si cette biopsie-là avait été positive, même si la cible était plus loin, on aurait pu étendre notre zone de traitement jusqu'à cette biopsie positive. L'IRM ne voit pas toujours toutes les lésions, en tout cas leurs extensions. Une fois que le traitement est fini, on peut refusionner notre image de départ avec la tumeur, avec cette imagerie de contraste. Et voilà un exemple assez parlant. Vous voyez la zone cible avec les biopsies dedans, dans une zone de nécrose. Et typiquement dans ce cas-là, on a retraité. Vous voyez que sur le bord, ça touchait encore des tissus revascularisés. La marge de sécurité n'était pas suffisante. On a complété le traitement tout de suite parce qu'on considérait qu'il y avait un risque de récidive qui était trop important.
En conclusion, le Focal One, et donc l'évolution technologique des ultrasons fécalisés, permet un traitement à la carte dans la prostate, avec un contrôle immédiat de la nécrose, qui est très satisfaisant. En prostate, on n'a rien d'autre. Pour face de la chirurgie, on n'a pas d'extemporané qui marche bien. Donc, quand on a des marches positives, on le sait qu'après, en 10 minutes, si ça passait plus loin, je ne l'aurais pas eu. En radiothérapie, on n'a pas de de dose dans la prostate, donc on a une planification théorique. En cryothérapie, on a une formation de boule de glace, mais après on ne voit plus rien dans la prostate, on n'a pas de moyen de contrôler ce qu'on a fait. Donc c'est la seule modalité de traitement de prostate où on peut contrôler ce qui a été détruit en temps réel. L'imagerie joue un rôle majeur et c'est une collaboration avec le collègue radiologue qui fait qu'on a une qualité de traitement optimale. Et ça peut améliorer surtout ça améliore grandement ces traitements ciblés, la qualité de vie des patients, puisque globalement, ça donne à peu près 8 fois moins d'effets secondaires qu'une chirurgie ou une radiothérapie. C'est encore pas validé comme standard, le traitement standard actuellement, on l'a dit, c'est un traitement de toute la prostate, mais ça permet de le faire. On a des études en cours, on en a plusieurs, des randomisées, notamment pour montrer que, à la fois, on traite le cancer, mais ça fait beaucoup moins de dégâts que ce qu'on pouvait faire par le passé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sébastien. Je voudrais signaler également un nom ne peut pas être oublié dans cette longue histoire, c'est celui d'Albert Gelet, qui a fait toutes les études initiales et qui d'ailleurs avait reçu la médaille de l'Académie de chirurgie l'année dernière. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. D'abord des compliments. Et puis la deuxième chose, au niveau du pôle supérieur de la prostate, c'est une zone assez difficile. En chirurgie, souvent, il reste quelques cellules tumorales éventuellement. Et donc, quelles sont vos solutions pour être sûr d'atteindre cette zone de l'apex prostatique? Alors, avec la nouvelle technologie du Focal One, effectivement, l'apex autrefois, en ultrason, en ablaterne, pour faire simple, était une zone qu'on préférait ne pas traiter. Les tumeurs qui étaient très à l'apex étaient plutôt considérées comme à traiter par autre technologie. Tout ce qui est l'apex postérieur sous l'urètre ne pose plus aucun problème pour le Focal One. On peut le traiter sans, vu la taille des lésions, on peut faire des lésions de 5 mm seulement. Donc on peut atteindre toute la zone jusqu'à l'extrême pointe de la prostate en postérieur. Pour ce qui est de l'apex antérieur, l'atteindre ne pose plus de problème. On peut aller la brûler sans aucun problème. Mais ça pose deux soucis de ce traitement-là. C'est qu'on va traverser l'urètre. Je parle pour l'apex uniquement. On va traverser l'urètre dans une zone où on est sous le vérumontanum. Et donc, on ne fait pas de résection à cet endroit-là, puisqu'il y a un risque sphinctérien trop important. Donc ça expose le patient à un risque d'incontinence un peu augmenté, qui va se rapprocher un peu de ce qu'on a en chirurgie, et surtout de risquer d'avoir des sténoses de l'urètre à cet endroit-là. Donc l'apex antérieur, heureusement, les tumeurs antérieures sont moins de 15% des tumeurs de prostate, et ce qui est de l'apex antérieur, c'est encore peut-être 20% de ces 15% de tumeurs antérieures. Donc pour l'instant, je dirais que en termes d'atteinte balistique, on peut y arriver très facilement, mais ça expose à plus de complications. Dès qu'on est plus haut, partie moyenne ou base, en antérieur, là, il n'y a plus de problème d'atteinte. Et même au contraire, on peut mettre des tirs en extra-prostatique, puisque au-dessus, il y a le plexus veineux de Santorini, on peut aller brûler dans les vaisseaux, ça ne pose aucun problème, il n'y a pas de conséquences fonctionnelles. Et donc, atteindre la zone antérieure, même si c'est au-dessus de l'urètre, on peut faire une résection derrière de prostate pour élargir l'urètre. Et donc, si jamais il y a de la nécrose urétrale, en élargissant notre urètre, comme pour toute résection, eh bien, on évite ces phénomènes de sténose. J'ai une remarque aussi à vous faire, c'est que 8% des malades qui ont un cancer de prostate ont un PSA normal. Oui. Or, vous citez dans plusieurs tableaux que le PSA a une importance pour vous importante. Quelle est votre remarque? Alors, pour le dépistage, effectivement, on a fixé en gros la limite à 4 nanomètres par millilitre, et on sait bien qu'en dessous de 4 nanomètres par millilitre, on a des patients qui ont des cancers qui peuvent se développer, et parfois très indifférenciés. Le toucher rectal, dans le cadre du dépistage, peut rattraper une partie de ces cancers-là, puisqu'on peut palper dans la prostate cette zone un peu plus sensible, un peu plus dense, qui peut nous faire quand même faire des biopsies sur des patients qui ont des PSA normaux. Ça, c'est dans le cadre d'un dépistage. Dans le cadre du suivi d'un patient traité, donc il avait un PSA, peu importe, on a diagnostiqué un cancer, on le traite. Dans l'historique, les premiers traitements étaient donc des traitements de toute la prostate. On sait que le PSA doit tomber à des taux autour de 0, enfin des taux très très faibles, et ne doit plus bouger, puisque la prostate ayant été brûlée par ultrason, elle ne doit plus produire de PSA. Et si ce PSA remonte, c'est très spécifique d'une récidive de cancer, et donc on peut tout de suite réintervenir, voir d'où ça vient, et le retraiter, ou diagnostiquer une métastase si c'est le cas. Donc
pour le suivi, c'est très important. Dans le cadre des nouvelles procédures dont je vous ai parlé, c'était un traitement focal, où on traite une partie de la prostate, là, effectivement, le PSA, dans le cadre du suivi, est peu fiable. Puisque la prostate, dans sa grande majorité, sera préservée, elle va continuer à fabriquer du PSA comme toute prostate qui a un peu d'adénose, avec des petites variations naturelles, une tendance à l'augmentation. Et on a une tendance à se fier plutôt à la vélocité d'augmentation qui peut être un point d'inquiétude chez les patients qui ont été traités en focal. Mais c'est donc pour ça que pour l'instant, tous ces patients-là où on a fait qu'un traitement partiel de la glande, ils sont tous biopsiés pour l'instant dans l'année ou un peu plus qui suit. Un, pour vérifier que le cancer a disparu, et deux, pour voir aussi qu'il n'y en ait pas d'autres qui apparaissent ailleurs, puisque les facteurs de risque de cancer qui ont fait qu'il est apparu, qu'ils soient génétiques, environnementaux, alimentaires ou autres, eh bien, ont imprégné toute la prostate, et donc il y a des risques qu'il puisse y en avoir ailleurs. En fait, ce risque n'est pas si important que ça. Dans nos séries de surveillance, il est entre 10 et 15% seulement des patients qui vont développer un autre foyer dangereux ailleurs dans la prostate. Donc finalement, il n'est pas si élevé que ça, mais vous avez raison, le PSA devient une limite dans le suivi de ces patients. En chirurgie aussi, on enlève la prostate, il est à 0. C'est simple. S'il dépasse 0,2, on sait qu'il y a une récidive. Donc le PSA est extrêmement sensible et spécifique des récidives de cancer. Mais là, on change de paradigme, on change de moyen de traitement. La prostate, on veut l'épargner. Donc le PSA devient effectivement un moyen beaucoup moins net pour le suivi. Tout à fait. Je crois que vous avez déjà répondu un peu à ma question. Est-ce que vous faites des résections endo-urétrales avant les ultrasons? Alors, parce que je connais quelqu'un qui aimerait faire ça. Oui. Alors, dans le cadre de traitement total ou dans les cas où l'urètre va être pris dans le plan de traitement, effectivement, on fait des résections dans le même temps ou quelques semaines avant, en général 2 mois, le temps que la prostate cicatrise. Ça a 2 intérêts. Un, ça évite que, après, les patients aient des rétentions ou des dysuries importantes sur phénomène de nécrose et d'œdème, puisque une fois que l'urètre est élargi par la résection, ils n'auront pas ces soucis urinaires. Et ça permet aussi de pouvoir atteindre des zones antérieures sur des prostates très grosses ou qui dépassent 4 cm. À ce moment-là, la résection va la faire rapetisser, elle va diminuer de taille, et à ce moment-là, ça nous permet d'atteindre toutes les zones de la prostate. Maintenant, avec les traitements focaux, on va traiter qu'une partie de prostate, la résection n'a plus d'utilité. Sauf si l'urètre est dans le plan de traitement. Mais par exemple, sur une tumeur postérieure de la base, par exemple, la partie moyenne, on va traiter que la zone postérieure sans toucher l'urètre, la résection n'est plus indiquée en systématique. Et d'ailleurs, les patients qui ont un traitement partiel de la glande, vu que cette zone traitée va devenir une cicatrice de fibrose, donc ça va se ratatiner, dans les études que l'on a fait, l'IPSS, c'est-à-dire la fonction urinaire des patients, s'améliore avec le temps. Parce qu'en ayant cette cicatrisation avec une prostate qui se rétrécit à un endroit, l'effet compressif sur l'urètre diminue et les patients urinent mieux. Si le patient est sous traitement déjà médical, qu'il a des gènes urinaires, on en profitera, puisqu'il est le mettre au bloc. On traite son cancer, on lui fait sa résection, on règle le problème en même temps. Si des patients qui étaient sous traitement et qui avaient des résultats tout à fait moyens, on en profite, mais c'est plus obligatoire si tant est qu'on fait un traitement partiel. En traitement total, toujours on le fait. Merci Sébastien. Bernard Noël. Aussi, cette technique, évidemment, est assez intéressante et montre la complexité de ce qu'est la glande prostatique et le cancer de la prostate. Un de nos anciens collègues, il y a une 50aine d'années, avait émis cette phrase fantastique disant « Est-ce qu'il faut traiter les cancers que l'on peut guérir et est-ce que l'on peut guérir les cancers qu'il faut traiter ?» Et on en est toujours à la même interrogation. Pour un certain nombre des cancers de bas risque, faut-il réellement les traiter? Alors, la chirurgie qui a été mise au point dans les dernières années, et en particulier avec la célioscopie, est évidemment une réponse qui était très classique au traitement de tous les cancers. Quand il y avait un organe malade, on l'enlève, surtout que la prostate, finalement, après un certain âge, ça n'a plus tellement d'intérêt, sauf que, quand on l'enlève, on perd parfois la continence, 10%, un peu plus si on regarde des gouttes qui tombent en fin de journée, et sur les érections, malheureusement, quoi qu'on dise, il y en a quand même plus que 50%. Alors, on s'est dit, est-ce que on pourrait faire autrement? Et cette nouvelle technique est évidemment extrêmement stimulante, mais
elle me pose un problème terrible, c'est que vous dites, on peut faire un traitement multifocal dans une toute petite glande. Ça veut dire que cette petite glande, elle a déjà plusieurs foyers. Alors, vous allez me dire, si j'en traite 3, pourquoi il n'y en aurait pas 5 Alors, c'est aussi une possibilité, vous l'avez montré, qu'on puisse recommencer à traiter les patients au fur et à mesure de leur reprise du processus dans la glande. Parce que, en général, ce qu'on considérait jusqu'à maintenant, c'était que quand la glande était cancéreuse, elle était malade dans son ensemble. Eh bien, trouver une technique simple qui permette de retirer les zones au fur et à mesure qu'elles viennent, alors que nous, on vieillit largement autour de notre prostate, c'est peut-être pas une mauvaise solution. Et on vous remercie de l'avoir mise au point, on vous remercie de l'avoir présenté ici. Je dirais que pour un sujet jeune, n'hésitez pas, faites-vous enlever la prostate, et puis pour les sujets un peu plus âgés qui ont envie de la garder encore un peu, peut-être qu'on peut essayer votre technique. Merci. Merci Sébastien. J'aurais encore une question. On a discuté ici, il y a quelques semaines, du problème de l'affectation d'un code CCM aux nouvelles interventions. Et il est clair qu'une technologie comme celle-ci est un exemple de nouvelle intervention où finalement on a un code traçant par la CCM qui est très récent alors que l'intervention a été faite depuis peut-être une dizaine, une quinzaine d'années. Est-ce que tu peux nous parler donc du forfait innovation et de cette nouvelle codification? C'est vrai que c'est toute une problématique du développement technologique en France notamment, où quand une nouvelle modalité de traitement arrive, il n'y a pas de code CCM, ou pour les ultrasons il y en a un qui existe mais qui correspond à 0. La valorisation est de 0. Alors, je veux dire, je suis en CHU, c'est pas très grave, on a des protocoles de recherche, on peut le faire, mais pour les collègues en libéral, c'est très difficile de faire des techniques à perte, surtout que la machine n'est pas donnée. Et du coup, est arrivé le forfait innovation, qui n'est pas très innovant d'ailleurs, puisqu'il prend comme, pas le forfait lui-même, mais l'indication de ce forfait pour ce qui nous concerne, c'est un traitement total ou subtotal, qui est pris en charge avec l'étude, puisque c'est des études qui sont faites. Globalement, c'est un remboursement contre évaluation clinique dans le cadre d'une étude. On a 2 bras prospectifs non randomisés entre la chirurgie et les ultrasons focalisés, 2500 patients par bras. On a à peu près 1400 patients inclus pour les ultrasons, 1200 pour la chirurgie. Et ça permet d'avoir un remboursement à hauteur d'une prostatectomie, c'est à peu près 6 000 € le séjour, qui est un mode de financement nouveau, puisque la structure, quelle qu'elle soit, publique ou privée, reçoit 6 047 € à répartir comme il le souhaite entre la clinique, l'hospitalisation et les chirurgiens, pareil pour l'hôpital. Pour la chirurgie, il y a déjà un acte de remboursement, donc c'est vrai que c'est... alors ce qui aurait été innovant, c'est de faire du traitement partiel, mais à l'époque où ça avait été déposé, il n'y avait pas encore le focal one, donc la question ne s'était pas posée. Et c'est vrai que évaluer une technique nouvelle et avoir un remboursement, c'est quand même assez compliqué. Le forfait innovation répond partiellement à cette question, et l'avantage c'est que ça demande une évaluation clinique. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir des données importantes. Oui. Je reprends juste la parole parce que j'ai oublié de féliciter l'équipe de Lyon. C'est vraiment à Lyon que tout s'est lancé, et je dois dire que à notre époque, c'était formidable de voir que cette équipe de chirurgiens s'était entourée d'ingénieurs et a abouti à un développement industriel. C'était une des premières applications vers l'industrie des principes de recherche en médecine, et c'est un exemple remarquable. On vous le doit. Merci l'équipe de Lyon.